l'objectif c'était de faire se rencontrer... Fatima, viens ici, il y a un beau fauteuil. L'objectif c'était de se faire se rencontrer les habitants du quartier, les faire se rencontrer, faire des choses ensemble, et voilà, pour assurer de la mixité, de la convivialité dans le quartier. Et on s'est dit que ça pouvait passer par deux choses. Ça pouvait passer d'abord par la nourriture, donc je vous souhaite un bon appétit. Et ça pouvait passer aussi par des actions culturelles, de la culture gratuite. On fait régulièrement des concerts, du théâtre, du chant, on fait beaucoup de choses au Moulin à Café. Vous avez un programme en ligne sur le site du Moulin à Café. Et tout ça c'est gratuit pour que l'argent ne soit pas une barrière évidemment à la rencontre culturelle. Ce soir, nous organisons une soirée sur l'aide aux migrants, la façon dont les cafés associatifs s'engagent pour aider les migrants, dans le cadre d'un cycle de rencontres qu'on a décidé d'organiser en 2015 au Moulin à Café, pour faire mieux connaître les cafés associatifs, de façon à ce qu'il puisse y en avoir de plus en plus, parce qu'on fait quand même des choses intéressantes, voire même géniales, on peut quand même le dire. Et donc voilà, l'idée c'est à la fois de valoriser l'engagement citoyen des cafés associatifs, d'en faire émerger des nouveaux, de partager les expériences, de raconter si c'est difficile ou pas d'en monter, comment est-ce qu'on a fait pour contourner les difficultés, et puis aussi de parler du contenu de l'engagement des cafés associatifs. Ils ne sont pas là par hasard. Donc ce soir, l'aide aux migrants, ça fait évidemment partie de ces thématiques. Alors comment est-ce que vous pouvez aider les migrants à Paris, quelle attitude on peut adopter, pourquoi est-ce que les cafés associatifs s'engagent à leur côté, quelles actions ils mettent en place, comment est-ce que vous pouvez y participer. Voilà tout ce dont on va parler ensemble ce soir, avec Ludivine Journeau, qui est à votre droite. Elle va intervenir au nom de Rhythm & Cook. Rhythm & Cook, c'est un programme qu'on a mis en place, que Ludivine a mis en place d'abord, et il se trouve qu'elle a mis en place notamment au Moulin à Café, et elle va vous raconter ce qu'elle fait. Nous avons aussi Fatima Bouadjeb, qui est à côté de moi, qui représente l'association, qui est même fondatrice de... Non, qui est directrice. Je suis directrice du programme d'empowerment de l'entreprise Meet My Mama. Du programme d'empowerment, attention on va parler franglais ce soir, de Meet My Mama. Elle va tout nous dire tout à l'heure sur Meet My Mama. Et je vais vous dire pourquoi elle est là. Non, je vais vous le dire tout de suite en fait. Il y a 3 semaines, il y avait au Super Café, un autre café associatif atypique dans Paris, dans le 20e arrondissement. Il y avait une semaine pendant laquelle Meet My Mama a assuré un comptoir de recrutement, j'ai envie de dire, pour recruter les mamas du quartier et les faire travailler sur la cuisine de leurs origines, faire partager leurs connaissances culinaires et en même temps leur donner de l'emploi. Donc elle nous racontera ça. Renaud Seligman, qui était sur le programme pour le Social Bar. Alors le Social Bar c'est particulier, il est dans le 12e arrondissement, à côté de la gare de Lyon. C'est un bar qui est composé, qui existe depuis 2-3 ans maintenant, qui est composé de plein de copatrons. C'est pas du tout une association, mais en même temps l'état d'esprit il est ultra coopératif. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Renaud n'est pas là, pourquoi? Parce que ce soir il pitch devant Entropia, qui est un programme d'incubation sociale au sein de l'école de commerce l'ESSEC. Et donc il pitch sur son projet, donc il n'a pas pu pitcher ce soir chez nous. Et Marie Reverchon, qui est juste à côté de moi. Marie, du pain et des roses, tu vas nous raconter ce que c'est. Je disais dans le programme que du pain et des roses, enfin c'est vous qui le dites dans votre association, fleurit l'avenir des femmes en demande d'asile. Elle vous racontera tout à l'heure ce qu'elle fait. Alors comment va se passer la soirée? Voilà, vous pouvez dîner avec nous, on va faire témoigner nos 3 intervenantes, et puis, mais avant ça, avant de les faire témoigner, je vous ai demandé tout à l'heure qui venait pour la première fois au Moulin à Café. Je voudrais aussi savoir qui représente d'autres cafés associatifs ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres cafés associatifs qui sont représentés dans la salle? Il y a un projet là? Oui, projet. Il y a un projet ici, d'accord. Il n'y a pas d'autres cafés associatifs, très bien. Et puis, autre question que j'avais préparée, non, mais c'est tout. Un rapide tour de table dans la salle d'abord. Donc je vous passe le micro, vous allez nous dire juste comment vous vous appelez, et puis ce qui vous intéresse dans la soirée de ce soir. Moi c'est Milena et je travaille à la MJCDO de Belleville. Je vais monter un café collectif et du coup je suis venue ce soir en observation et même savoir comment aider les migrants avec le futur café collectif. Bonsoir, moi c'est Marjorie, j'habite le quartier, je connais parfaitement bien le Moulin à Café et très investie dans la vie associative en général.
Bonsoir à tous, moi c'est Deyane, je suis ici un peu par hasard ce soir, donc voilà. J'ai vu la lumière, je suis rentré. Bienvenue. Je viens souvent au Moulin à Café, j'aime beaucoup l'ambiance. Merci. Bonsoir, Odile. Je suis arrivée dans le quartier depuis à peu près 2 mois. Et c'est ma première incursion au Moulin à Café, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Bravo. Voilà. Bonsoir, moi je suis là complètement par hasard aussi. Voilà. Mais je viens de temps en temps. Voilà. Et votre prénom? Maryse. Merci. D'ailleurs, je dois partir. Bonsoir, Pierre-Louis, je viens très souvent, donc je ne savais pas, même pas le thème aujourd'hui, mais voilà, je suis content d'être là. Bonsoir, moi je suis Danielle, c'est la première fois que je viens au Moulin à Café, mais je viens aussi vous parler, parce que je suis bénévole dans une association qui s'appelle la CHI, qui aide les jeunes mineurs isolés étrangers. Donc on est en plein dans le thème des migrants. Bonsoir, Rida. Donc voilà, joueur d'échecs, et comme aujourd'hui il avait atelier des échecs. Donc voilà, c'est un peu par hasard, donc en fait, voilà. Et pianiste. Oui, entre autres. Bon. Voilà, moi c'est Monique, je suis venue dire bonjour aux joueurs d'échecs et j'habite Meaux. Alors je suis rarement à Paris, 2 jours par semaine. Bonsoir, moi je suis Alain, je suis retraité et je joue aux échecs. Donc je suis un joueur d'échecs attardé qui vient manger avec mon ami Rida. Bonsoir, moi c'est Nicolas, je travaille chez Dupin et des Roses, donc avec Marie qui intervient ce soir, et c'est ma première fois au Moulin à Café. Bonsoir, moi c'est Caroline. Donc j'ai connu le Moulin à Café grâce au cycle de conférences sur le partage d'expériences sur les cafés associatifs, puisque dans le coin de ma tête j'ai un projet de montage de café associatif également. Voilà, donc je suis très, très heureuse d'y revenir parce qu'on s'y sent bien ici. Bonsoir, je suis Judith, donc je suis l'amie de Caroline. Je voulais découvrir le Moulin à Café et le sujet m'intéresse aussi. Voilà. Je vais parler pour les deux, Armand et Louisa. Donc on a découvert il y a 2 ans grosso modo le Moulin à Café grâce à un vide-grenier qui se passait là dans le quartier. On n'est pas du quartier. Mais on vient souvent ici, l'esprit nous plaît, l'ambiance nous plaît et l'équipe nous plaît. Tout nous plaît en fait ici, voilà. Armand, il n'a pas le droit de parler? Eh bien si, il ne veut pas, mais il est timide Armand. Merci, bonsoir. Donc, là c'est bon. Bonsoir, je m'appelle Ali, je suis du quartier, ça fait quelques années que je suis ici au Moulin à Café. Et je fais partie d'une association, c'est la coordination des Berbères de France. Donc il va y avoir un spectacle le 1er décembre à la mairie du 14e. C'est des chants anciens kabyle. Voilà, on fait sa pub, c'est normal, ça sert à ça aussi. Marie-Françoise, je ne savais pas, je suis venue dîner, je ne savais pas qu'il y avait une réunion ce soir. J'apprécie beaucoup de venir ici. Je suis du quartier. Ben, bon appétit alors, merci d'être venu et puis merci de rester avec nous. Bonsoir, je suis Quan. J'ai essayé de passer au travers. Mais en fin de compte, je ne devais pas passer, mais finalement le sujet m'intéresse, donc je viens pour écouter. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis je voudrais qu'on remercie quand même toute l'équipe qui est les bénévoles, les salariés qui sont derrière le bar et qui sont au fond de la salle. Catherine, Thomas, Ronald, Philippe, voilà, tout le monde, bravo, merci beaucoup à vous parce que sans eux, le Moulin à Café ne tournerait pas comme il tourne. Et donc ce sont des piliers absolument tous indispensables. Merci à vous. Alors, écoutez, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole et puis je vais commencer par Ludivine. Alors, Ludivine, tu dois avoir un micro juste à côté de toi et normalement il est ouvert. Donc, je veux bien que tu nous racontes un petit peu. Donc, je disais, toi, tu interviens au Moulin à Café pour l'opération Rhythm and Cook. Tu vas nous dire quand ça se déroule, pourquoi ça se fait ici et puis quelle est l'intention qu'il y a derrière. Alors, bonjour à tous.
Donc Rhythm & Cook, ça a commencé il y a 2 ans. Donc c'était un projet à l'initiative de plusieurs étudiants dont je faisais partie. On était une petite équipe de 5-6 personnes. Et donc l'idée c'est de faire des ateliers de cuisine et de musique pour faire se rencontrer les personnes migrantes et les habitants de la société d'accueil. Donc ces ateliers, c'est plutôt des rencontres. Le mot atelier est peut-être un peu formel pour ce format. En fait, on récupère des invendus alimentaires chez les commerçants du quartier et dans les marchés la veille de l'événement. Et le jour de l'événement, on pose tout sur la table et les gens discutent ensemble et proposent des plats qu'ils vont ensuite cuisiner et manger ensemble. Et en même temps, on crée un petit espace sympa avec des instruments de musique à disposition et du coup, les gens qui jouent d'un instrument peuvent s'emparer de cet instrument et jouer ensemble. Voilà, ça crée des alchimies ou quelquefois un peu de capharnaüm. C'est des instruments que vous apportez vous ou qui sont à disposition sur le lieu? Oui, il y avait le piano déjà qui est là. Et ensuite, dans l'équipe, on a amené tous un peu des instruments et il y a aussi des gens qui jouent de la musique individuellement qui viennent avec leurs instruments parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire une sorte de jam, un peu une jam session en même temps que la cuisine. Ça se passe à quelle fréquence? On essaye 1 fois par mois. Enfin, l'idée c'était de faire 1 fois par mois. Après. C'est quand? 1 fois par mois? C'est pas un n'importe quel jour. dimanche. Ouais, c'est un dimanche. Voilà, oui, c'est un dimanche. Donc c'est un dimanche. Là, ça va reprendre le dimanche 2 décembre. Donc début de mois, on va essayer de garder la cadence premier dimanche du mois. Après, des fois, il y a des petites bifurcations parce que voilà, il se trouve que ce dimanche, on peut pas. Voilà. Mais voilà, ça va prendre tous les premiers dimanches du mois. Et donc ça se passe au Moulin à Café entre 13h et environ 18h. Et l'autre question c'était... Non, je sais pas, c'est bien, je sais pas non plus. Bien, voilà. Pourquoi est-ce que tu as eu l'intention de monter ce projet-là? Donc on était un petit groupe d'étudiants et on faisait tous une licence en médiation culturelle. Et donc voilà, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire d'utile et d'intéressant autour de la culture. Et on a trouvé que la cuisine et la musique, c'était des bons moyens de rassembler les gens, notamment pour le public des migrants. La cuisine et la musique, c'est des activités qui se passent de mots et qui peuvent donc franchir les barrières de la langue parfois. Et en même temps, ça permet à ces personnes de rencontrer des habitants de la société d'accueil et de sortir de l'isolement et en même temps de pratiquer le français. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils venaient aussi pour ça, pour pouvoir pratiquer la langue. Et voilà, c'est un moment convivial. Rhythm & Cook, ça se passe ailleurs qu'au Moulin à Café aussi? Pour l'instant, non, ça se passe au Moulin à Café, mais peut-être que ça peut aussi se passer ailleurs parce que c'est un format très simple qui finalement ne demande pas tant d'organisation, c'est beaucoup de spontanéité et d'informalité organisée, on va dire. Et donc ça peut tout à fait se passer aussi ailleurs, il suffit de quelques bénévoles et des commerçants alentours qui soient bienveillants et qui aient envie de donner les invendus et ça peut se passer n'importe où. C'est facile pour les commerçants de donner des invendus? Oui, c'est très facile, sauf pour les barrières qu'on peut avoir, c'est seulement des commerçants qui nous disent qu'ils donnent déjà à beaucoup d'associations. Du coup, il se trouve qu'ils n'ont plus assez d'invendus. Mais la plupart, sinon, non, il n'y a pas de souci. Les fins de marché aussi, c'est très facile. Enfin, il y a vraiment toujours des invendus. Donc, c'est pas difficile en tout cas. Il y a quand même de la concurrence entre associations. C'est intéressant de ressentir ça quand même. Bah oui, parce que elles s'engagent en termes de solidarité, mais il faut bien de la matière première pour agir ensuite sur le terrain. Mais après, vraiment, il y a tellement d'invendus que nous, dans le quartier, je
dis ça, les commerces qui nous ont dit ça, ils étaient vraiment rares et la plupart on sortait avec des caddies remplis. C'est quoi le lien entre Ritman Cook et Singa? Oui, et est-ce que tu peux dire un mot sur ce que c'est que l'association Singa? Ouais, alors du coup, à l'origine du projet Rhizome & Cook, quand on a pensé ce projet et qu'on a voulu le monter, on a cherché des moyens donc, de toucher ce public des migrants. Et on s'est rapproché de l'association Singa, qui est une association internationale qui œuvre pour l'aide aux migrants à travers l'hébergement, l'aide à la recherche d'emploi, enfin vraiment sur plein de sujets. Et à la période où on a commencé Rhizome & Cook, il y avait un espèce de pôle passion, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui était en train de se créer parce qu'il y avait comme ça Singa Musique, Singa Musée, des petites initiatives de personnes qui s'étaient justement rapprochées de Singa. Et nous, du coup, on est arrivés comme ça en proposant ce projet et Singa nous a tout de suite accompagnés à travers la communication et à travers des petites formations, de la manière dont ils ont pu. Et voilà, oui, donc Rhizome & Cook, c'est devenu un atelier du pôle passion de Singa. Ouais. Merci beaucoup Ludivine Journeau. On rediscutera après, mais je vais me tourner d'abord vers Fatima Bouajeb qui est là, à côté de moi. Tu peux nous dire un petit mot sur Meet My Mama d'abord, avant de rentrer dans la dimension empowerment. D'accord. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci. Donc bonsoir à tous et à toutes. Meet My Mama, c'est une entreprise qui a été créée il y a 2 ans par 3 cofondateurs, donc Lubna, Youssef et Donia. L'objectif, c'est de pouvoir former les femmes issues des migrations qui ont un talent culinaire et de vraiment les révéler et d'en faire des modèles qui rayonnent au sein de la société. Donc pour ce faire, les 3 cofondateurs ont pensé à 2 moyens. Donc la création d'une plateforme traiteur qui rassemble un portefeuille de 250 entreprises clientes qui commandent des voyages culinaires via cette plateforme. Ça permet aux femmes de se constituer un réseau professionnel, mais surtout d'avoir une activité économique conséquente. Et pour pouvoir former ces femmes au métier de chef, de traiteur, les 3 cofondateurs ont créé une association, Empower My Mama, qui propose donc un programme d'empowerment et d'accompagnement de ces femmes. Oui, ça marche vraiment pas. Qui ne comprend pas le mot empowerment? Il y en a peut-être. Ouais. Tu peux expliquer empowerment? Alors l'empowerment, c'est un processus d'acquisition d'autonomie, d'indépendance, donc pour avoir donc, du coup plus de pouvoir. Et c'est un sujet qui est vraiment clé et qui, notamment dans l'agenda européen, parce que le statut de la femme, maintenant la condition féminine dans le monde, est un réel indicateur de développement. Et donc on a remarqué que quand l'égalité homme-femme est respectée dans les pays, les gens sont plus heureux. Donc voilà, vraiment, Meet My Mama travaille sur cette dynamique, ce programme d'empowerment que je dirige depuis le mois de septembre. Alors, il consiste en quoi ce programme? Ça marche mieux quand je me lève et que je change de bouton. Il consiste en quoi ce programme d'empowerment? Alors, ce programme d'empowerment est composé de différents pôles. Un premier pôle d'inspiration, donc Inspire My Mama, qui se décline par l'organisation d'événements et d'une communauté de mamas. Ces événements donc consistent à inviter des personnalités qui sont inspirantes et qui montrent et donnent envie à ces mamas de se lancer dans une activité traiteur, d'entreprendre et de prendre conscience qu'elles peuvent réussir, qu'elles peuvent vraiment vivre d'activités dans la restauration et être réellement reconnues. Le métier de la restauration, de la food, du chef, de la gastronomie, c'est un métier dans lequel les hommes ont une grande place. On compte très peu de chefs femmes. Et donc l'idée, c'est de vraiment respecter justement la parité dans ce secteur. Donc le premier pôle, inspiration. Deuxième pôle, formation, qui s'inscrit dans le cadre d'une école de formation, donc la Mama Academy. Et cette école de formation propose
des cours, des formations professionnalisantes, autant sur des compétences techniques, donc la préparation à un CAP cuisine, au design culinaire, hygiène alimentaire, et des formations sur des soft skills, donc des compétences douces, comme de la communication, de la gestion, savoir s'exprimer en public, savoir se constituer un réseau professionnel, vendre son projet. On a un troisième pôle, qui est une plateforme, la Mama Success Box, et qui permet à toute femme qui a une activité professionnelle de piloter cette activité par un certain nombre d'avantages via des partenariats que Meet My Mama a établis avec un certain nombre d'entreprises. Avec qui par exemple? Alors avec AXA, Alliance, un certain nombre aussi d'entreprises qui proposent des matières premières. Donc l'idée c'est de vraiment réduire le coût, donc d'avoir de grosses réductions pour permettre à ces femmes de démarrer une activité dans la restauration. Et donc de diminuer au maximum et de faire tomber ces barrières. Et enfin, on a un dernier pôle qui propose des opportunités professionnelles à ces femmes. L'idée, c'est quand une maman intègre notre communauté, elle ressorte avec un job, un emploi à la main et pas un emploi précaire, des missions ponctuelles. Donc qu'elles aient vraiment, qu'elles se refassent une santé économique, qu'elles se sentent bien dans leur travail et surtout que ce travail corresponde à leur projet professionnel du départ. Alors on a vu avec Ludivine que Rhythm & Cook ça se faisait au Moulin à Café, parce qu'au Moulin à Café on avait envie de participer à cette dynamique de solidarité envers les migrants. Comment s'est fait la rencontre entre Meet My Mama et le Super Café dans le 20e arrondissement? Alors la rencontre s'est faite grâce à Julien Masson qui fait partie de la start-up spécialisée dans l'événementiel solidaire, donc YEMP. Donc il nous a mis en contact avec le Super Café dans l'objectif de pouvoir créer de l'emploi dans le 20e arrondissement de Paris. Donc j'ai très vite rencontré Sarah Tréhin qui est la fondatrice du Super Café et qui m'a fait part de sa volonté de vouloir faire connaître l'entreprise Meet My Mama pour montrer qu'il y a des opportunités dans le domaine de la cuisine, qu'elle a rencontré un certain nombre de femmes qui cuisinaient divinement bien, mais qui n'avaient pas les outils pour pouvoir se lancer dans la cuisine. Donc, durant une semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer une quarantaine de femmes. Elles ont toutes des parcours passionnants et vraiment inspirants. Et donc du coup, on a déjà formé certaines de ces femmes et qui travailleront dans une semaine déjà sur notre plateforme traiteur. Donc on était vraiment très heureux de cette collaboration. Et j'ai évidemment demandé à Sarah de venir ce soir pour qu'elle nous présente le Super Café. Et puis elle m'a dit oui, puis après elle m'a dit non, en fait je ne peux pas parce que ce soir, il y a la remise des prix de la ville de Paris, les prix de l'économie sociale et solidaire, et le Super Café est lauréat des prix ESS de la ville de Paris. Donc là, elle est maintenant en train de recevoir son trophée, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Voilà, on lui dira Sarah. Très bien, donc pendant une semaine, il y a ce guichet de recrutement des mamas du quartier. Comment est-ce qu'elles prennent l'initiative, les mamas? C'est quand même pas fréquent comme initiative. On a donc bien préparé cet événement en amont avec le Super Café. Donc on a communiqué sur cet événement auprès des structures associatives dans le 20e arrondissement de Paris. Et je pense que ça a été la clé. Sarah aussi a un bon réseau. Elle en avait déjà parlé en amont. Et donc ça n'a pas vraiment été un souci. On a, j'espère, répondu à toutes leurs questions et je pense qu'on a réussi à faire déconstruire certaines barrières. Le fait que ça se déroule dans un café associatif, en réalité, le Super Café, c'est une entreprise parce qu'ils ont dû emprunter, pour ceux qui s'intéressent à la façon dont on fabrique un nouveau café associatif, ils ont dû emprunter de mémoire 160 000 € pour équiper le local qui était brut de béton, construire une cuisine équipée avec une cheminée d'extraction, le mobilier, etc. Donc ils ont dû monter une entreprise pour pouvoir emprunter cet argent-là aux banques. Et à côté, ils ont construit une association pour gérer le projet culturel
dans le quartier, dans le 20e arrondissement. Et cette double dynamique, elle est super intéressante. Elle est un petit peu compliquée. Vous irez au Super Café, vous demanderez à Sarah comment ça se passe, mais c'est très intéressant de voir que ça peut se construire comme ça aussi, un café associatif. Le fait de monter ce projet Empower My Mama au Super Café, est-ce que ça facilite les choses d'être dans un café, dans un lieu de quartier ouvert un peu à tout le monde, dans lequel il y a un espace de cuisine? Est-ce que ça facilite la relation avec les migrants? Oui, je pense, parce qu'elles se sentent, beaucoup d'entre elles ont l'habitude de fréquenter ce type de café. Et, elles s'y sentent à l'aise, en sécurité, et peut-être même reconnues. Ce qu'on a aussi, on a pensé à faire venir un certain nombre de nos mamas, donc à l'occasion de cette semaine de recrutement, pour qu'elles puissent interagir avec les potentielles mamas, les femmes qui seraient intéressées. Et donc je pense que vraiment l'environnement est propice à ce type de rencontres. Échange interculturel, intergénérationnel également. Merci beaucoup Fatima. Je vais passer la parole à Marie Reverchon du Pain et des Roses. Alors Marie, alors, du coup on va changer de micro. Hop, je vais garder celui-là. Marie du Pain et des Roses, c'est une association? Oui. C'est une association et Marie, elle a ceci de particulier que c'est une usagère du Moulin à Café qui habite le quartier, qui travaille avec les migrants. Pour tout vous dire, un jour j'ai trouvé sa carte d'identité dans la rue, je me suis dit mais qui est cette Marie? Et on s'est retrouvés, voilà. Et donc eh ben, il faut absolument que tu nous racontes ce que c'est que du Pain et des Roses. Ça existe depuis combien de temps d'abord? Alors du Pain et des Roses, ça existe depuis bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans en mars. En fait, c'est une association qu'on a créée parce que on a vu que quand on arrive en France, quand vous êtes en demande d'asile, que vous arrivez en France, que vous faites une demande d'asile, il y a une longue période en attendant d'avoir une réponse de l'OFPRA où vous n'avez pas le droit de travailler ni de suivre des formations diplômantes. C'est une période de combien de temps? Alors, c'est officiellement une période qui est censée durer 6 mois. Mais dans les faits, le traitement des dossiers prend beaucoup plus de temps. Donc nous, les personnes avec qui on travaille, ça fait en moyenne 2 ans qu'elles attendent une réponse. Donc pendant cette période, vous n'êtes ni sans papier, ni réfugié. Donc vous avez le droit d'être là, mais vous n'avez pas encore de statut officiel. Et donc vous n'avez pas le droit de travailler, de suivre des formations. Ce qui fait que ces personnes, pendant cette période, elles vont être très isolées socialement, professionnellement. Elles ne peuvent pas déjà commencer à s'intégrer dans leur société d'accueil puisqu'elles ne savent pas encore si elles auront leur papier. Et donc il y a beaucoup de projets associatifs qui existent pour les réfugiés, qui soutiennent les personnes qui sont statutaires. Mais en fait, comme c'est considéré comme une période transitoire, la demande d'asile, il y a très peu de projets qui s'intéressent à cette période. Sauf que c'est vraiment crucial parce que c'est le moment où les personnes arrivent, où elles ont besoin de se créer ses premiers liens. Voilà. Alors du pain et des roses. Un petit parfum révolutionnaire comme expression, non? Tout à fait. C'est une expression qui vient d'un poème d'Oppenheim, qui a été repris aussi par des ouvrières textiles, qui dit que dans la vie, on a besoin de pain, de se nourrir, donc de choses vitales, mais on a aussi besoin de roses, donc de créativité, de beauté, d'implication, de faire des choses qu'on aime, et de pas juste se nourrir. Voilà. Donc vous faites quoi du coup chez Pain et Roses? Vous êtes 2, hein? Oui, on est 2, Nicolas. Voilà. Du coup, on a mis en place des ateliers de formation de fleuristes pour les femmes en demande d'asile. Donc fleuriste, c'est un moyen en fait de faire une activité qui est créative, la manipulation du végétal, c'est extrêmement bon pour la psychologie, pour se recentrer, créer quelque chose de beau, etc. Reprendre confiance dans ses talents et créer quelque chose d'inutile en fait, mais de très beau. Quand on est très préoccupé par sa survie, c'est important aussi de pouvoir faire ce genre de choses. Et fleuriste, c'est aussi un métier extrêmement complet. Vous avez de la logistique, de la vente, de la communication, toutes sortes de compétences. Et donc, en étant impliquées dans un projet fleuriste et dans ces formations, les femmes qui travaillent avec nous, en fait, vont pouvoir mettre en valeur, réutiliser et développer les compétences qu'elles ont dans leur propre métier d'origine et les entretenir le temps d'avoir le droit à nouveau de chercher un emploi. Donc l'idée, c'est à la fois
psychologique, après les trajets qu'elles ont vécu pour arriver là, de pouvoir faire quelque chose où elles se sentent bien, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc c'est des ateliers avec 10 places à chaque fois, donc et des formations qui durent 7 semaines. Donc elles vont vraiment pouvoir créer des liens alors qu'elles viennent d'arriver, donc elles connaissent personne, etc. Donc elles créent des liens. Et à la fois, elles vont faire quelque chose de professionnalisant. Et une fois qu'elles ont leur papier, elles vont pouvoir dire à un futur employeur « Non, j'ai pas rien fait pendant ces X années. J'ai participé à telle chose qui est professionnalisante aussi. » Alors ces ateliers, ils se passent à quel endroit? Alors on travaille avec France Terre d'Asile. Donc on est dans 3 CADA, à Châtillon, à Créteil et à Asnières. Qu'est-ce que c'est qu'un CADA? Pardon. Un CADA, c'est un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en demande d'asile. Donc en fait, France Terre d'Asile héberge ces personnes et les accompagne sur le plan juridique pour les aider à se frayer un chemin dans l'administration française. Voilà. Et il y a combien de personnes qui participent à ces ateliers et qu'est-ce que vous produisez? Je ne sais pas si vous pouvez dire le nombre de personnes et voilà, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Du coup, on a 10 femmes qui participent à chaque session de formation qui dure 7 semaines. Ça fait 1 an et demi, donc on a accompagné 84 femmes. Et après, celles qui n'ont pas encore eu leur papier entre-temps, peuvent se réinscrire, continuer. Les autres, on va proposer, là on vient d'embaucher une ancienne participante de nos ateliers en tant que fleuriste parce qu'elle a été conquise par le métier. Et elle a suivi plusieurs formations, etc. Donc l'idée c'est aussi ça, parce qu'à propos de statut hybride et de développement d'une entreprise et d'une association, nous à côté pour financer l'activité, on fait des activités classiques de fleuristes événementiels. Du coup l'idée c'est de pouvoir proposer des emplois aux femmes qui auront participé en tant que demandeuses d'asile à nos formations, une fois qu'elles ont leur papier, celles qui auront été conquises par le métier de fleuriste, de pouvoir leur proposer des postes chez nous. Donc c'est ce qui vient de faire. Merci Marie. Je voudrais vous parler de 2-3 autres cas qui me semblaient intéressants d'aborder ce soir. Donc le Social Bar est pas là ce soir, mais je vais vous dire pourquoi j'avais pensé à eux. Le 10 octobre, donc dans le 12e arrondissement, avec les copatrons, là, voilà. Le 10 octobre, ils ont fêté la sortie d'un livre qui s'appelle Rencontre. Et Rencontre, c'est un livre qui, disent-ils, réunit les plus beaux dessins de croqueurs qui sont venus au Social Bar pendant 1 mois. Ils sont venus capter sur le vif ce qui se passait sur place. Il y a notamment des poèmes magnifiques d'un journaliste et poète soudanais. Et ce livre est vendu au profit de Action Emploi Réfugiés. Voilà ce que Renaud aurait pu nous expliquer ce soir. Je voudrais vous parler aussi du café Bienvenue, un coffee shop engagé en fait qui produit de l'alimentation à partir de filières bio, locales, équitables, qui a été ouvert par une jeune femme qui s'appelle Amélia au mois de juin dernier, qui travaille sur l'emploi et la formation des réfugiés. Les réfugiés constituent même aujourd'hui 50% de son équipe. Je ne sais pas s'ils sont 2 ou s'ils sont 15. Et bientôt, ils vont mettre en place des ateliers pour valoriser les compétences des réfugiés. Ça se passe dans le 3e arrondissement, aux 4 rues du Bourg-l'Abbé. Vous pouvez noter, c'est voilà, des adresses à visiter à mon avis. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler des grands voisins, évidemment. Au 74 avenue d'Enfer-Rochereau, voilà, d'Enfer, il y a un accueil de jour qui a ouvert sur place pour 50 personnes. Et en réalité, tous les matins, il y a 400 personnes qui attendent. Un accueil de jour, c'est un endroit où on vient juste se reposer, se laver, chercher des vêtements, s'il y en a, et puis régler quelques petits problèmes administratifs. On ne peut pas dormir sur place, on est obligé de repartir très vite, mais au moins on a un endroit pour se poser. Il devrait y en avoir 5 dans la ville de Paris. La préfecture s'y est engagée, c'est la préfecture qui gère ça. Aujourd'hui, il y en a 2. Il y en a un sur l'île de la Cité, il y en a un deuxième, le plus grand, pour 50 personnes, c'est le plus grand à d'Enfer-Rochereau, et voilà pourquoi ils sont 400. Et donc, ils font un appel à dons de vêtements notamment, et un appel à bénévoles pour ceux qui ont envie de s'engager. Voilà, vous pouvez aller là-bas. Et par ailleurs, les Grands Voisins lancent ce soir, jusqu'au 25 novembre, donc ça dure 5 jours, un festival qui s'appelle Migre en Scène, un festival culturel organisé par la CIMAD, qui vise à remettre l'hospitalité à l'honneur et à interroger les politiques et les mécanismes qui sous-tendent les migrations. Vous trouverez le programme sur le site des Grands Voisins et je vais mettre 3 documents qui sont là. Je vais les mettre sur la table. Ça concerne le café Bienvenue, Migre en Scène et puis l'accueil de jour aux Grands Voisins. Vous pourrez les consulter tout à l'heure. Mais cette question du bénévolat, je vous la pose à tous les 3. Comment est-ce que les projets que vous portez permettent
aux citoyens que nous sommes, aux habitants d'un quartier, aux gens qui sont dans le Moulin à Café ce soir et à d'autres qui sont à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut s'engager avec vous, à travers vous et auprès des réfugiés? Peut-être Ludivine pour commencer? Oui, bah, nous on cherche toujours des bénévoles, hein. Je pense que toutes les associations diront la même chose, toujours besoin de bénévoles. Nous, essentiellement pour... bon, déjà, enfin, chacun peut s'engager dans le projet et apporter sa touche de créativité et d'envie dans le projet. Et autrement, un peu plus concrètement, nous on cherche surtout des bénévoles pour les récoltes des invendus qui se font la veille. Donc là, on a nous-mêmes déjà un petit socle de 5-6 personnes qui sont actives et donc on fait des petits groupes la veille de l'événement pour aller récolter les invendus. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être à plusieurs pour pouvoir se répartir ça. Et le jour de l'événement, pour installer, pour désinstaller, c'est essentiellement ça, les besoins primaires, on va dire, de l'événement. Comme je vous disais, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et donc du coup, voilà, au niveau des bénévoles, on s'y retrouve toujours avec 5-6 bénévoles, on peut faire marcher ces ateliers. Voilà, à nouveau, si vous avez envie de le faire dans un lieu, n'importe où, avec 5-6 personnes, on peut faire marcher ça. Voilà, mais ouais, on est toujours en bienvenue à tous ceux qui veulent. Ok, donc vous pouvez aller voir Ludivine à la fin de la soirée. Marie? Oui, pareil que Ludivine, on a toujours besoin de bras et de mental. Et notamment, le week-end je fais la pub du coup, hein. Le week-end du 8 décembre, on fait une distribution de sapins solidaires. Donc en fait, on fait circuler une proposition d'acheter un sapin qui va financer nos ateliers de la rentrée 2019. Et on va avoir besoin de bras pour porter les 10 sapins et les livrer. Donc voilà, c'est assez précis. Et puis si vous voulez un sapin pour chez vous d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir. En tous les cas, ça c'est intéressant aussi dans le bénévolat, d'avoir des missions claires, cadrées dans le temps, très précises. On sait pourquoi on vient, on sait à quoi on sert. Et c'est effectivement intéressant. Fatima, est-ce qu'on peut s'engager bénévolement chez Meet My Mama? Ce qu'on fait, c'est on poste notre programmation sur notre groupe Facebook et donc on fait des appels pour avoir des bénévoles à l'occasion de certains événements précis. Donc on est plutôt content, c'est pas ce qui manque. Ça va être une activité traiteur dans le cadre d'un festival, donc pour faire de la vente de plats, installer aussi les stands, voilà, ce genre d'activité. Merci pour vos 3 témoignages. Je vais vous passer la parole dans la salle parce que vous avez sûrement des questions, mais juste, pas tout de suite, mais je vais vous passer le micro. Je voudrais d'abord, je ne l'ai pas prévenue, donc, mais je suis sûr que ça ne pose pas de souci, Catherine. Catherine est la présidente du Moulin à Café. Et je voudrais lui demander de nous dire pourquoi Meet My Mama est au Moulin à Café, parce que c'est quand même un peu à ton initiative cette histoire-là. Et puis ensuite c'est vous qui allez nous raconter ce que vous faites. Mon initiative. En fait, moi, j'ai été très sensibilisée aux migrants parce que j'ai donné pendant plusieurs années des cours du soir, après mon travail, à des migrants pour leur permettre de s'intégrer. Et je crois que c'est vraiment quand on est proche d'eux qu'on comprend leurs problématiques et qu'il ne faut pas se laisser berner par tout ce que l'on peut entendre ou lire dans la presse parce qu'on ne voit que les choses en surface. On ne touche pas la souffrance de ces personnes-là, qui ont fait un voyage vers nous, mais sans savoir vraiment où ils allaient aller, mais simplement pour survivre, pour essayer de vivre autre chose, de vivre mieux, et tout simplement de vivre. Donc c'est ça qui m'a vraiment touchée de cette expérience de cours que j'ai pu donner, et c'est peut-être ce qui fait ma sensibilité à recevoir, par exemple, Rhythm & Cook ou d'autres associations. Cette année, j'ai été encore plus sensibilisée parce que j'ai fait le choix d'héberger
un jeune mineur à la rue. Et je me suis demandé comment on pouvait l'aider, en quoi un café associatif pouvait avoir tendre la main, de quelle manière, et de quelle manière lui permettre de comprendre nos us et coutumes un petit peu, et puis lui permettre de communiquer. Et donc je lui ai demandé s'il acceptait de faire du bénévolat avec nous. Et puis il faut savoir ici que lorsqu'on fait du bénévolat, on peut manger un plat, on peut donc, en faisant une action, en même temps se restaurer. Et on a eu la joie d'accueillir un jeune homme qui est ici présent, qui est Hussein, qui se cache là. Bravo Hussein. Il est toujours bénévole, mais maintenant il est en règle. On a fait l'accompagnement, Daniel qui est ici présente, c'est moi-même, mais puis une autre personne, Boujar aussi, qui l'accompagnait. Voilà. Donc un café associatif, ça peut être aussi permettre de parrainer un jeune ou un adulte. Et au moyen du café, il a pu rencontrer des gens, entendre la langue, intégrer certaines règles de vie. Et il n'en a que grandi, et nous avec aussi. Merci beaucoup Catherine. Alors, c'est bien mérité. Merci pour elle. Daniel, il faut absolument que vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous faites. Moi, je suis un petit maillon de la chaîne dans les migrants. C'est Catherine qui m'a donc parlé du café, du moulin à café, pardon. Et en fait, j'ai eu donc connaissance avec Catherine au travers effectivement d'un mineur isolé qui se trouve ici, qui se trouve être Hussein. Et en fait, c'est le parcours de ces mineurs qui arrivent en France. Alors, il faut savoir qu'il y a de très très nombreux jeunes qui sont âgés donc de moins de 18 ans, qui sont des migrants, qui ont franchi les mers, bref, les pays, les tortures, les biens, enfin bon, bref, tout ce dont vous avez entendu parler, mais disons qu'on les reçoit parce que ils sont, la loi n'est pas appliquée en France, voilà, il faut quand même dire les choses, hein. La loi elle est très belle sur le papier, mais comme dans de nombreux domaines, la loi n'est plus appliquée en France, voilà. Tout le monde devrait avoir un abri, que ce soit un adulte ou un mineur bien sûr, et les mineurs encore davantage. Pourquoi? Parce que, enfin non pas davantage, mais autant, parce que en fait ils sont plus fragiles. Voilà. On considère que n'étant pas un adulte, ils relèvent d'une loi qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée et ratifiée par la France, qui est traduite dans le droit français au travers du Code de l'action sociale et des familles. Et on s'aperçoit que malheureusement, cette loi-là, ces textes-là ne sont pas appliqués. La première chose qui devrait se passer lorsque un mineur arrive en France, eh bien, ce serait de le mettre tout de suite à l'abri. Lorsqu'il se déclare mineur, qu'il ait un document d'état civil ou pas, il devrait tout de suite avoir un abri. Voilà. Ensuite, on va vérifier sa minorité. Voilà. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On va d'abord leur faire passer une évaluation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toute une série de questions où on va tenter en fait de déterminer s'ils sont mineurs ou pas. Moi je dirais que on dirait tous que c'est le shoestrap. Voilà. Hein. On va trouver le moyen qu'il n'est pas mineur parce qu'on ne sait pas si son acte de naissance, qui n'a pas de photo comme n'importe quel acte de naissance, hein, eh bien c'est pas forcément le sien. On va lui trouver un air un petit peu d'adulte. Il faut savoir quand ils arrivent, ils sont complètement épuisés, voilà, épuisés psychologiquement et puis également physiquement. Et donc, et puis ils ont vécu des choses assez terribles. Ils ont aussi vécu dans leur pays des choses. Certains quittent leur famille et leur pays, c'est quand même c'est très dur. Et puis certains vont quitter leur famille aussi, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, quoi. Hein, entre la misère et puis les tortures ou les très grosses difficultés dans leur pays et dans leur famille. Voilà, donc ils arrivent, on va les trouver trop autonomes. Hein. Que faire quand on est tout seul, on traverse les pays, les mers? Effectivement, il a bien fallu qu'ils se débrouillent. Donc on va trouver toutes sortes de motifs pour avoir des doutes sur la minorité, parce que c'est à partir de doutes que finalement ils vont se retrouver à la rue. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Daniel. Écoutez, vous pouvez applaudir aussi ce témoignage, c'est extrêmement intéressant.
Est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu avant de passer le micro aux personnes dans la salle? Pas de réaction particulière pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Soit pour nos intervenants sur le thème des migrants, soit sur le thème des cafés associatifs. Et voilà, comment est-ce qu'on met en place des actions? Pourquoi on choisit? Comment on structure les choses? Ah oui, vous avez une question. C'est pas une question à présenter. Je me présente comme quelqu'un qui a bientôt 61 ans, qui a été smicard toute sa vie en me reconnaissant que la solitude par ma situation, ce qui fait que, avec cette apparence que j'ai de repris de justice, excusez-moi l'expression avec ma gueule, je suis qu'un repris de justice par ma situation, sur des années, depuis 1985, et depuis toutes ces contradictions qui sont arrivées à l'armée depuis mes 20 ans, ce qui fait que maintenant, je me retrouve à être seul chez moi, d'un moment très psychologique chez moi. Bon, ça regarde que moi maintenant, et je reste encore parmi vous ici parce que ça me fait plaisir d'arriver le soir parmi de gentilles personnes comme sa directrice, c'est toutes personnes qui sont très gentilles avec moi. Et donc maintenant, je suis content d'être parmi vous et j'ai écouté ce que vous avez dit. Je ne suis pas une maman, mais je suis un brave monsieur qui a rendre service de temps en temps aux jeunes demoiselles que vous êtes, aux jeunes ou aux dames. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean. C'est ce que j'allais demander, Jean. Comment vous appelez? Jean-Baptiste. Jean-Luc. Jean-Luc, Jean-Baptiste, Jean, d'accord. Oui. Mais on est ravis de vous avoir avec nous, Jean. On est ravis. J'ai pas été à la veillée parce que j'ai trouvé la journée. Je me suis dans le main et j'ai merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention ou une question? C'est le moment le plus difficile, mais Jean a déjà brisé la glace, vous savez. À quel sujet? Alors, Caroline. Oui, sur l'expérience là du jeune, je ne sais plus comment tu t'appelles, Hussein. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Vous l'avez rencontré peut-être un peu par hasard, enfin, j'ai pas compris exactement comment, et est-ce que vous allez reproduire l'expérience, et comment est-ce que vous les avez connus? Est-ce que vous travaillez avec des associations? Je te donne le micro pour répondre parce que ça enregistre. En fait, c'est par le biais d'un ami qui avait sa fille qui était elle-même dans une autre association, Paris des Îles, et cette association recherchait des hébergeurs. Il faut savoir qu'on me proposait que ces jeunes viennent 2 jours chez moi, par exemple. On m'avait dit, vous lui donnez un bon petit déjeuner, un bon repas le soir, dans la journée il se débrouille. Et quand vous voyez un jeune arriver comme ça, moi je suis mère de famille, je me dis à 16 ans, comment je vais me construire dans un pays que je connais rien, je connais pas la langue, j'ai pas de repères, j'ai été parachutée là, et qu'est-ce que je vais faire? Lui me dit, moi je suis comme un paquet. Voilà, on m'a posé là 2 jours, puis demain on me posera un 3e jour ailleurs, et puis peut-être que le 4e jour, je ne sais pas où j'irai. Et là, ça m'a posé un problème de conscience. J'ai dit, c'est pas possible, il faut le guider. Il a perdu ses guides familiaux, puisqu'il est là, et il faut lui servir de guide dans ce nouvel environnement. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a, pour avoir accompagné Hussein à l'association où est Daniel, moi j'étais atterrie quoi. Quand j'ai vu le nombre de jeunes qui étaient là, je me suis dit j'ai bien fait de garder Hussein avec moi, mais il y en a plein quoi. Et en fait c'est pas très compliqué de tendre la main, on leur explique les règles et puis mais j'ai la chance d'avoir rencontré un enfant extrêmement bien élevé. Mais en fait voilà, il faudrait que chacun puisse tendre la main à ces jeunes, ou moins jeunes. C'est simple. C'est un geste qui doit partir du cœur, quoi, simplement. Posez-vous la question, si votre enfant était parachuté à des milliers de kilomètres, est-ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un le prenne en charge un petit peu, l'accompagne et le guide? Merci Catherine. Une autre question ou une autre intervention, un autre sentiment à partager? Vous voulez qu'on mette un peu de musique pour détendre l'ambiance?
Moi, j'avais une question à propos des problèmes de langue, justement. Comment est-ce que vous arrivez... D'abord, est-ce que vous aidez les migrants qui tous ont des bases en français ou pas? Et puis, sinon, comment est-ce que vous arrivez à vous comprendre aussi bien dans la cuisine que dans les fleurs que dans... Qui répond? Je veux bien Allez, commencer. Fatima. Donc, dans le programme d'accompagnement, on a créé un module justement de cours de français, mais spécifique au métier de la restauration. Donc, pour permettre à ces femmes qui maîtrisent vraiment très peu la langue française de pouvoir suivre nos formations et donc de pouvoir passer les diplômes comme le certificat hygiène alimentaire et donc pouvoir ensuite travailler. On travaille avec une association qui s'appelle l'association Abajad, qui est spécialisée justement sur les cours de français, le FLE. Et donc on a vraiment travaillé avec elle pour qu'ils conçoivent un programme spécifique en fonction des profils de femmes que nous avons. On a vraiment des femmes qui n'ont quasiment aucune maîtrise de la langue française. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de primordial chez nous. Le FLE, ça veut dire français langue étrangère. C'est ça, exactement. Marie. Oui, nous, il y a beaucoup de femmes qui parlent pas du tout français ni anglais. Du coup, l'avantage des fleurs, c'est que c'est quand même très manuel, donc il y a beaucoup de langues des signes. Et universel. Et universel, complètement. Et enfin, pas complètement d'ailleurs, il y a certains pays où c'est pas du tout pointu là. Parenthèse. Et, non, mais c'est intéressant, quel pays? Beaucoup en Afrique du Sud, Afrique de l'Est. Les fleurs sont pas du tout utilisées comme ornement. Enfin, c'est vraiment juste dans la nature. Et il y a beaucoup de fleurs artificielles pour les mariages et des choses comme ça. Mais donc, certaines cultures où c'est pas répandu. C'est pas un cadeau en fait. C'est vraiment voilà. Mais donc on parle beaucoup en langue des signes et beaucoup en traduction interposée. Mais ça crée aussi des liens. Enfin, par exemple, la semaine dernière, on a une femme qui parle kurde. Et arabe, et une femme qui parlait français un petit peu et kurde, et du coup il y avait et d'autres femmes qui parlaient seulement arabe, et donc il y avait une espèce de téléphone arabe qui s'est fait comme ça. Et elles ont des cours de français avec France Terre d'Asile à côté, mais c'est vrai que beaucoup d'entre elles le parlent. Oui, pareil que Marie, par la cuisine et la musique, c'est très tactile. Donc il n'y a même pas forcément besoin d'échanger des mots pour rire ou pour avoir une complicité. Mais quand même, quand on veut communiquer, ou bien certains ont quelques notions de français, effectivement, par traduction interposée, ou parfois un peu en anglais aussi. Il y a l'anglais est parfois parlé, donc ça peut être utile aussi. Mais oui, voilà, par le langage des signes, des traductions interposées, on arrive toujours à communiquer ce qu'on veut dire. Merci à vous. Est-ce que ces réactions ont fait germer de nouvelles questions dans la salle? Pas encore? Bon. Oui, bien sûr. Par rapport aux cours de français, je pense aussi au-delà des cours formels, c'est vraiment important d'avoir des lieux dans lesquels ces personnes peuvent se rencontrer, parce que justement en général elles sont isolées socialement et donc elles ne pratiquent pas la langue. J'ai rencontré une maman qui est en France depuis 7 ans et elle prend quelques cours de français, mais ce qui l'a aidée avant tout, c'est vraiment de fréquenter des Français, des gens qui parlent français, et elle a largement progressé grâce à ça. Donc voilà, l'avantage aussi des cafés sociaux. Alors ça tombe bien parce que du coup on approche de la conclusion. Moi j'avais envie de dire, quand on est un café associatif et qu'on travaille sur ce champ-là, c'est pas tout à fait par hasard. Et dans un peu tous les cafés associatifs qui existent à Paris et en France, et il y en a beaucoup, il y a même une page sur les cafés associatifs sur Wikipédia,
qui a été créé par Basile, un usager du moulin à café. Si c'est lui qui l'a fait, cette page-là, donc vous allez le voir, il y en a un bon paquet partout en France, il les a recensés. Et en réalité, il y a une valeur profonde, essentielle, dans laquelle tous les cafés associatifs se retrouvent, c'est celle de la solidarité. Et donc voilà, évidemment, quand on est sensible à la solidarité, on ne peut pas être insensible à la question des migrants. Maintenant, ce n'est pas forcément facile de mettre en place des actions. Et c'est vrai que pour les personnes qui voudraient monter un projet de café associatif, il faut évidemment bien penser au montage des actions. Ça se travaille en amont, ça se finance, effectivement, et donc on ne peut pas partir bille en tête parce qu'on a un grand élan de solidarité. Enfin si, c'est très important d'ailleurs d'avoir des élans de solidarité et de faire des choses. Après, si on veut construire quelque chose sur la durée, il faut quand même charpenter un petit peu son projet et il faut le construire et on est toujours mieux à plusieurs que à un ou deux. Donc voilà, et encore que à un ou deux, ça marche quand même. Hein, on arrive à faire des choses. Mais en s'appuyant derrière sur d'autres grosses associations, voilà, oui, absolument. Moi, j'ai une question à vous poser avant de clore cette soirée, puis de rester ensemble et de continuer à dîner, de boire un verre, etc. Ce cycle de rencontres et de découvertes des cafés associatifs et de leurs engagements, il est intéressant. La preuve, c'est que vous êtes là, donc je suis content de voir ça. Mais moi, je me demande un petit peu comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Est-ce que, au sortir d'une soirée comme celle-ci, vous auriez envie qu'on propose des choses particulières? Est-ce qu'il faut qu'on vous propose des pétitions? Est-ce qu'il faut écrire au maire ou au président de la République? Est-ce qu'il faut monter une action demain matin sur la place de la Garenne? Comment est-ce que vous verriez se terminer une soirée comme celle-là, ou toutes les soirées de nos cycles sur les cafés associatifs, pour les transformer en autre chose et que la soirée ne s'arrête pas à la soirée, finalement? Est-ce que vous avez des réponses à me proposer? Bon, merci beaucoup. Bon, si, alors, il y a une réponse. Charlotte, non, c'est une question? Une question. Alors, une question de Charlotte, qui est en service civique au Moulin à Café. Bonsoir. Je ne sais pas si la question a déjà été évoquée, mais je voulais savoir où est-ce que vos associations trouvaient leur financement? Excellente question. Alors, pour Empower My Mama, c'est pour l'instant des financements privés. Mais je suis en train de travailler sur des appels à projets. Donc voilà, pour pouvoir financer. C'est vrai que ça a un certain coût quand même. Des appels à projets qui sont lancés par qui? Des appels à projets qui sont lancés par des fonds privés ou même la caisse des dépôts qui lance de gros appels à projets régulièrement. Donc c'est vrai que ça peut quand même donner un grand coup d'accélérateur pour nos projets. Et les fonds privés, c'est des fondations d'entreprise? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de programme du ministère de l'Intérieur, par exemple, pour aider à l'installation des migrants en France, non? Honnêtement, j'en ai pas vu tout de suite. Il y a un certain nombre de programmes européens qui sont gérés directement par les régions. Donc la région Île-de-France travaille, je sais qu'ils travaillent dessus en ce moment. Donc voilà, à suivre de près. Et de votre côté, les financements, ils viennent d'où? Pareil, du coup, nous, la première année, on a été financé par 4 fondations privées. Mais c'est les fondations privées qui sont les plus, je pense, accessibles quand on démarre, parce que c'est des appels à projets qui sont moins énormes, on va dire, que les appels à projets européens, par exemple, à remplir. Il y a aussi beaucoup de fondations qui se concentrent sur aider au démarrage de projets. Donc surtout ça, mais aussi je pense que c'est important, il y a de moins en moins de fonds publics et les fondations privées, ça dure quand même un temps, mais je pense que c'est important de trouver des modèles justement hybrides où on va, Habite Ma Mama aussi, c'est en partie une entreprise où l'association s'autofinancent par des activités aussi commerciales. Je pense que ça devient indispensable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et voilà. Ludivine? Alors, nous, comme je disais, c'est très facile de mettre en place Rhizome & Cook parce qu'il n'y a pas de financement, enfin presque pas. En fait, ça repose vraiment sur une chaîne de solidarité. D'abord, pour rejoindre la thématique, le café associatif, ça faisait sens, dans le sens où
c'est une mise à disposition gratuite de l'espace dans une démarche de partage et de solidarité. On n'a rien du tout à payer pour occuper l'espace. C'est vraiment un temps de convivialité qui est permis par un café associatif, le Moulin à Café en l'occurrence, qui met gratuitement tous les espaces, sa cuisine à disposition. Donc ça, je pense que ça n'aurait pas été forcément possible dans beaucoup d'autres structures, d'autres types de structures. Et donc les cafés associatifs qui reposent, comme tu disais, sur la solidarité, fait que voilà, il n'y a déjà pas besoin de budget pour ça et on peut l'utiliser pour faire autre chose, pour développer le projet autrement. Et dans la chaîne de solidarité, il y a les invendus. Donc on trouve tout ce qu'on veut dans les invendus. On fait des plats extraordinaires avec ce qui s'apprête à être jeté. Autrement, pour démarrer le projet, on avait lancé une petite campagne de financement participatif, le crowdfunding, mais vraiment pour débloquer 250-300 € pour pouvoir acheter des plaques de cuisson. Et voilà. Vous avez réussi cette campagne de financement On a participatif. réussi. Bon, le financement participatif, c'est à moins de très gros projets ou d'une stratégie de communication extraordinaire. C'est le cercle premier qui donne 2 € par-ci, 5 € par-ci. Donc nous, on était 6. Il suffisait que 5 personnes de notre entourage donnent 5 €, c'est approximatif, pour qu'on arrive à avoir 250 €. Et ensuite, pendant les ateliers, on laisse une petite boîte à dons. Et on récupère souvent une petite vingtaine d'euros qui nous permettent d'acheter de l'huile ou de la farine, des choses qu'on n'a pas en invendu, mais qui sont quand même voilà, la base pour cuisiner. Mais sinon, on la va dessus. Bon. Milena, ça se précise le projet de café associatif là, ouais, c'est bon, ouais. Charlotte, si elle s'interroge sur le financement, elle a sûrement des projets en tête aussi. Voilà, c'est bien, bah, il en faut. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Ah non, Catherine, elle veut dire quelque chose. Ah, non, et Rida aussi. Mais alors ça y est, tout le monde veut parler au moment où ça se termine. C'est toujours comme ça. Voilà, on continue la soirée. Alors. À propos de l'hébergement, on avait un petit échange en aparté avec Daniel et elle m'expliquait, c'était quand là? C'était la semaine dernière, lundi. Voilà, donc je voulais qu'elle vous explique un petit peu, quand tu parlais d'aller manifester, etc. Tu t'appelles aux portes de la mairie, je voulais qu'elle témoigne de ce qui s'est passé lundi. Donc lundi, c'était un jour de permanence à l'Algérie et on reçoit le soir, c'est à 18h, donc beaucoup de jeunes, une quarantaine, une cinquantaine de jeunes qui viennent et les températures étant très très basses, évidemment, ces jeunes-là, il faut savoir qu'ils retournent à la rue. Hein. Donc on a tenté de très vite d'appeler le 115, donc il est saturé, d'ordinaire il est déjà saturé. Et là, il était bien évidemment saturé. Le 119, c'est la protection de l'enfance. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas leur demander grand-chose, il n'y a rien. Et donc, du coup, on a un numéro auprès de du cabinet de Mme Versini, de la DAZES. Et on a tenté de joindre quelqu'un pour leur demander d'ouvrir tout de suite le plan grand froid qui permet à la mairie de Paris et au Conseil général d'ouvrir des gymnases, etc. Pour que les gens qui sont dehors puissent passer la nuit quand même dans un lieu extrêmement froid. Bon, aujourd'hui, encore cet après-midi, il n'y avait toujours pas de plan grand froid de déclencher, aussi bien au niveau du Conseil général ou de la mairie de Paris. Et donc des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que encore une fois, l'hébergement, ça doit être pour tout le monde, sachant que pour les mineurs isolés, il faudrait quand même un local différent, parce que ce sont des mineurs, ils ne peuvent pas être mis en général avec des adultes, voilà. Mais bon, tout ça c'est pour dire qu'encore aujourd'hui, le plan grand froid n'est toujours pas déclenché. Peut-être que là, je ne sais pas si on intervient auprès de la mairie de Paris, auprès du Conseil général, peut-être que ça va les pousser un petit peu à mettre en place ce plan grand froid immédiatement, de façon à ce que des lieux soient ouverts très rapidement pour que la nuit, les jeunes ou les moins jeunes puissent trouver un abri, ne pas passer la nuit par des températures avoisinant 0, voire en dessous. Merci Daniel. Et du coup, concrètement, ça veut dire qu'on peut écrire un email
au maire de notre arrondissement en lui demandant d'intervenir auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ouvrir de toute urgence le plan Grand Froid. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire rapidement. Rida. Bonsoir, j'ai une question, c'est peut-être hors sujet, mais voilà, je suis curieux de savoir par rapport à Bruxelles et par rapport à l'Europe, qu'est-ce qu'il en est pour les cafés associatifs? Est-ce qu'il y a des lois européennes qui gèrent ça? Est-ce que comment Bruxelles voit les choses? Et voilà, parce que là, on dirait que là, on est logiquement situé par rapport à la France. Je sais pas. Ben, c'est intéressant, il faudrait demander à Basile de poursuivre son travail sur Wikipédia pour trouver des cafés associatifs en Europe. Après, je ne suis pas sûr que le lobbying, parce que Bruxelles adore les lobbies, je ne suis pas sûr que le lobbying des cafés associatifs soit suffisamment puissant pour qu'on va... Je pense que l'Union européenne nous regarde comme un grain de sable dans le tissu associatif général. Je ne suis pas sûr qu'on pèse plus que ça. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont d'autres réponses à apporter à Rida, mais bon, on pourrait essayer de faire quelque chose au niveau européen. Il y avait une troisième question. Bonsoir. Par rapport aux 3 associations que vous nous avez présentées ce soir, je me demandais juste si elles étaient basées uniquement à Paris et en région parisienne, et si vous avez peut-être des contacts avec d'autres associations en région qui font les mêmes choses que vous, et est-ce que vous discutez entre vous, ou est-ce que c'est pas du tout? Alors par rapport à Meet My Mama, on est principalement basé pour l'instant en Ile-de-France. À Paris, on a pour projet de se développer parce qu'on est en contact effectivement avec un certain nombre d'associations. On a des sollicitations toutes les semaines de mamas qui viennent des 4 coins de la France, mais aussi d'Europe. Donc c'est dans notre projet. Et de votre côté? Nous, pour Rhizome Cook, on est principalement basé au Moulin à Café, pour l'instant. À Paris, développement international en cours, capitale de la France. Exactement. Mais on avait, on était quand même un petit projet étudiant. De plus en plus, ça se développe et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront vers nous avec l'envie de commencer des Rhizome Cook dans d'autres lieux. Il y avait une personne qui nous avait contacté de Strasbourg qui avait l'idée de monter un projet semblable et qui voulait des informations. Donc on avait échangé avec cette personne, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Je sais pas si ça s'est monté, mais en tout cas, nous, je pense pas qu'on soit connus beaucoup au-delà du 14e arrondissement. Non, aussi de Paris, parce que on fréquentait tous des endroits différents, on vient tous d'arrondissements différents parmi les organisateurs, tout ça. Mais oui, ça reste un petit projet qui n'est pas encore très... Mais encore une fois, si vous voulez ouvrir, voilà, n'hésitez pas. Et du pain et des roses, en fait, c'est déjà une exportation. C'est un projet qui existe depuis 5 ans en Angleterre et dans lequel moi j'ai travaillé pendant 1 an. Et du coup, en revenant en France, j'ai exporté le modèle. Mais donc ça existe ailleurs. Et il y a une fille espagnole que j'ai rencontrée qui est en train de monter le País Rosas à Barcelone. Donc, mais voilà. Donc là, j'apprends un truc énorme, donc on recommence l'interview. C'est né comment, du pain des roses? Qui a créé ça en Angleterre? Comment ça s'appelle? Bread and Roses. C'est super original. Voilà, on s'est vraiment cassé la tête pour trouver le nom, il fallait qu'on ajuste. Donc. Et qui a créé ça en Angleterre? C'est deux femmes qui s'appellent Olivia Head et Sneh Jani. Ils ont fait ça à Londres? À Londres. Ouais. Et donc depuis 6 ans maintenant. Et moi j'étais bénévole en fait là-bas. Et donc elles ont des ateliers, elles travaillent aussi avec des femmes réfugiées. C'est un peu différent en Angleterre. Les femmes en demande d'asile ont le droit de travailler quand elles sont en demande d'asile. Ce qui est logique. Je sais pas pourquoi c'est différent en France. Donc voilà, ça existe là-bas depuis 5 ans.
Et bah déjà, la culture britannique et la culture française vis-à-vis de l'immigration, c'est pas la même. Hein, on n'accueille pas les populations de la même façon et les intentions sont pas les mêmes. Mais après, c'est intéressant aussi de comprendre. Toi, ton projet, il existe depuis 2 ans. Oui. Et là-bas, ça fait 5-6 ans. Tu dis, est-ce que tu as réussi à prendre la mesure du développement de cette association? Oui, alors c'est c'est différent parce que elles sont une entreprise sociale. Parce qu'il y a un statut beaucoup plus spécifique qui existe en Angleterre pour ce type de structure. Et elles embauchent une partie des femmes qui ont été formées aussi. Et les entreprises sociales existent en France aussi. Et toi, tu n'as pas voulu monter une entreprise sociale? Alors, les entreprises sociales existent en France, mais pas vraiment. Enfin, on a créé ce statut ESUS, qui a été créé il y a quelques temps, mais c'est pas un statut à part comme vous avez entreprise, association. Le ESUS, c'est vous êtes une entreprise, par exemple une SAS ou quelque chose comme ça, et on vous rajoute un agrément ESUS qui pousse à avoir donc une direction plus ouverte, sociale, voilà, et d'avoir un objet social. Mais il n'y a pas de statut qui soit... Vous pouvez avoir une activité commerciale régulière qui va financer votre objet social. Enfin, c'est moins bien fait en Les France. statuts juridiques sont différents. Bon, bah, nous, c'est ce qu'on fait au Moulin à Café. On a une activité commerciale. Et bah, ouais. Enfin, nous, au départ, on a voulu faire ça. Et en fait, on a eu le syndicat des fleuristes qui nous a appelés et qui nous a dit « Attention, ça peut être de la concurrence déloyale. » Donc et nous on peut pas être seulement une entreprise parce que déjà c'est pas le but et parce que on travaille avec donc des femmes en demande d'asile qui n'ont pas du tout le droit d'être impliquées dans une structure qui est une entreprise comme elles ne sont pas encore statutaires. Donc il faut absolument qu'on garde ce double statut juridique. Mais juridiquement c'est un peu un casse-tête. Et donc la menace de concurrence déloyale vous a fait peur? Oui, et puis oui. Parce qu'au Moulin à Café, on s'est posé la question à la création. On s'est dit, mais comment les cafés du coin vont nous voir arriver? Et on s'est dit, on s'en fiche, on le fait. D'abord, on le fait. Et après, on verra bien, on gérera. Et on est quand même allé très vite voir plusieurs cafés du quartier. Et il y en a 2 qui ne nous aimaient pas du tout. Et puis tous les autres disaient, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et bien sûr, les usagers du Moulin à Café, d'abord ont le droit d'aller dans les autres cafés, on ne les enferme pas ici, et inversement, et puis on n'a pas forcément la même population, parce que le décor n'est pas le même, parce que les plats ne sont pas les mêmes, voilà. Et je me dis que ça aurait pu être intéressant de tester quand même. Est-ce qu'ils vous auraient attaqué vraiment? Bien sûr. Bon, d'accord, c'est un peu dangereux. En vrai, pour l'instant, c'est facile de le dire quand on est à l'extérieur. Donc peut-être qu'on va être attaqué. On a fait un peu comme vous, on le dit pas trop. Tu connais, voilà. tu connais Fleur d'ici? Oui, je connais bien Fleur d'ici, au Grand Voisin, voilà, donc ils font travailler des gens en insertion pour fabriquer des bouquets de fleurs qui vont livrer dans les entreprises, des fleurs locales de France, donc vous n'achetez plus des roses à la Saint-Valentin, c'est pas des fleurs de saison, et donc voilà, c'est une entreprise sociale, Fleur d'ici. Oui, mais justement Fleur d'ici, donc déjà ils travaillent avec des personnes en insertion, donc qui n'ont pas de problème de statut. Et c'est une entreprise, donc c'est-à-dire que les personnes avec qui ils travaillent font des bouquets qui sont vendus. Nous, c'est séparé. C'est-à-dire qu'on va faire des formations gratuites à destination des femmes dans les centres d'accueil, mais elles vont garder et ramener leur création chez elles. Et à côté, en parallèle, on a développé cette activité commerciale qui fait de l'événementiel et vend des fleurs. Et on va pouvoir proposer des postes à des femmes qui ont leur statut. Mais donc c'est pour ça qu'on est, comme nos formations sont purement associatives, donc c'est pour ça que ça doit être... En tous les cas, bravo pour votre engagement à toutes les 3. Bravo à ce que vous faites, vous, et avec les gens qui sont autour de vous dans les associations. Merci à vous pour votre attention. Et puis moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on continue la soirée ensemble. Mais on va... ceux qui veulent rester restent, et puis on va discuter, vous venez discuter avec elle, et puis voilà, puis on continue la soirée comme ça. Mais plus en format table ronde, ça vous va? Bon, voilà, à tout de suite. Merci beaucoup.